Baccaran, qui est une politologue franco-américaine, qui est donc une grande spécialiste des États-Unis et qui est également très présente sur les médias, que ce soit la radio, la télévision, la presse, en France, aux États-Unis, et auteur de certains ouvrages. Et parfois, de temps en temps, sur les plateaux de télévision, elle rencontre Ulysse Gosset, qui était éditorialiste à BFM TV, qui a une longue expérience journalistique internationale. Il a été envoyé permanent à Tokyo, à Washington, à Moscou. Il a reçu en 2013 le Grand Prix de la presse internationale. Il est également l'auteur d'ouvrages, notamment un ouvrage sur Hillary Clinton, et en privé, il est l'époux d'une Américaine. Jean-Paul Bedbez est un économiste, professeur d'économie. Il a été également conseiller et chef économiste d'un certain nombre d'institutions privées, des banques ou, comme le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole, et de bureaux de conseil comme Deloitte. Et il est également l'auteur de très nombreux ouvrages. Et avec Jean-Paul, l'économie, c'est pas triste, comme on peut le constater tous les dimanches, avec son billet dominical que je vous conseille de lire. Donc, aujourd'hui, pour notre troisième webinaire, le thème, c'est les doutes sur l'hyperpuissance américaine. Bon, le terme d'hyperpuissance américaine a été forgé par Rupert Védrine à la fin des années 90. Le terme de puissance, de surpuissance ne convenait pas alors aux États-Unis, qui dominaient dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, financier, politique, militaire. Donc, un peu plus de 20 ans après ce concept, on voit que le terme d'hyperpuissance n'est peut-être plus celui qu'il faut employer, dans la mesure où la Chine, qui il y a 20 ans en était encore dans son émergence économique et son émergence pacifique, est devenue une puissance et une superpuissance. Donc nous sommes dans un monde qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années, qui a cessé d'être unipolaire, s'il ne l'a jamais été, et donc le virus arrive dans ce paysage extrêmement mouvant. Et l'objet de notre échange est de voir naturellement quel est l'impact du virus sur cette cinétique, cette dynamique des forces en présence, comment l'Europe se positionne-t-elle, réagit-elle vis-à-vis de ces changements, et est-ce qu'on peut peser sur l'évolution des rapports de force pour essayer de parvenir à un monde plus équilibré, plus stable, moins dangereux. Jean-Pierre Raffarin, comme à l'accoutumée, vous allez ouvrir nos débats. Je le disais à l'instant, 2019, ce n'était déjà plus le monde de l'hyperpuissance. Le Covid-19, de votre point de vue, entraîne-t-il finalement une continuation, une rupture, une accélération de ce phénomène qui a maintenant 10 ou 20 ans? Comment voyez-vous, comment vivez-vous l'absence de leadership tout court et de leadership américain? Sommes-nous maintenant définitivement passés dans un monde post-américain, et sans savoir naturellement quel monde nous allons connaître? Merci Serge, merci à vous tous, la Fondation pour la prospective et l'innovation, qui est maintenant une
fondation trentenaire qui a été créée par René Monory et François Dalle est heureuse de pouvoir organiser des débats. Ça a toujours été sa vocation, notamment sur la géopolitique. Et on est très heureux aujourd'hui de pouvoir parler de cette puissance, hyperpuissante, superpuissance américaine, qui est au fond une articulation mondiale majeure. Et on voit bien que tout affaiblissement des États-Unis est un changement mondial et ceci nous concerne donc tous. Merci aux intervenants et merci à tous les participants de cette réflexion commune que nous engageons sur les États-Unis. Moi, personnellement, je suis frappé par ce que j'appelle les risques ou les menaces de déconstruction et je vois 4 déconstructions dangereuses et qui nous impactent directement. La première, c'est la déconstruction, justement, ce que vient de dire Serge, de l'hyperpuissance américaine. Au fond, ce leadership revendiqué pendant un certain temps, d'abord aujourd'hui, n'est plus revendiqué. America First, c'est souvent America Alone, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette revendication d'un leadership mondial, comme on a eu par exemple en 2008, quand Sarkozy, président de l'Union européenne, engage une réaction avec le G20, avec George Bush d'abord, avec Obama ensuite, mais il y avait une prétention américaine au leadership que on sent pas. Et puis on voit bien que la croissance aujourd'hui est en train de s'effondrer aux États-Unis comme ailleurs d'ailleurs, et on voit que toutes les fragilités, les fractures à l'intérieur de cette hyperpuissance vont remettre en cause le rôle international des États-Unis, non seulement par leur volonté, mais aussi par leurs moyens. Première déconstruction, donc si je puis dire, cette déconstruction de l'hyperpuissance que Serge a commentée. Deuxième déconstruction qui est liée, c'est celle du multilatéralisme dans lequel les États-Unis assumaient une sorte de leadership. On voit bien aujourd'hui que d'abord les États-Unis, en se retirant, comme ils se sont retirés de l'UNESCO, comme ils se sont retirés d'un certain nombre de financements de l'ONU, comme ils se sont retirés récemment de l'OMS, on voit bien qu'il y a là un déséquilibre. Quel sens peut avoir le multilatéralisme si les États-Unis ne sont pas autour de la table? On a évidemment besoin des États-Unis et par définition, le multilatéralisme, c'est le dialogue entre tous. Si la puissance américaine, quelle qu'elle soit, il faut toujours penser que, quelles que soient les circonstances, les États-Unis représenteront une force majeure. On voit bien qu'on a besoin des États-Unis dans ce multilatéralisme. Mais évidemment, là, nous évoquons un sujet qui est la nouvelle donne des relations internationales, c'est naturellement cette tension entre la Chine et les États-Unis, puisque là, maintenant, avant cette affaire du Covid, on était dans une guerre commerciale, puis technologique. On voit bien qu'aujourd'hui, on est entré dans la fameuse guerre systémique du numéro 1 et du numéro 2. Le piège du Thucydide se referme et au fond, le numéro 1 n'accepte pas l'émergence du numéro 2 et le numéro 2 veut prendre la place du numéro 1. Et donc, on a beaucoup de conséquences qui sont quelquefois très visibles. On voit bien qu'aujourd'hui, la communication est plus une affaire de propagande que véritablement d'information. On voit bien que nous sommes dans un système où le multilatéralisme est extraordinairement fragilisé par, le déclin des États-Unis et par deux, cette guerre sino-américaine qui est un problème majeur posé à tous. Troisième déconstruction quand même qui est importante, qui est le lien transatlantique. C'est au fond ce lien qu'il y avait entre l'Europe et les États-Unis. On l'a vu se dégrader à propos de l'OTAN, à propos du Brexit, à propos de l'Ukraine, à propos des accords de Paris et de la COP21, à propos des accords de l'Iran. On voit bien que le lien transatlantique, qui était un élément de constitution du monde, il est lié naturellement à la fragilisation des États-Unis, mais il est lui-même extraordinairement fragilisé et c'est quelque chose de très important. On se souvient quand même de ces paroles de Trump quand il est allé à Londres pour dire qu'il fallait libérer le Royaume-Uni des chaînes de l'Europe. C'était une ingérence maximale qui montre bien les difficultés que nous avons aujourd'hui sur le lien transatlantique. Troisième élément. Mais quatrième élément, c'est que nous-mêmes, le modèle européen se trouve fragilisé dans ce dispositif, tiraillé entre une Chine qui se veut de plus en plus puissante en Europe et des États-Unis, et puis finalement avec un processus de déconstruction qui nous touche nous aussi Européens. Mais ceci nous poserait naturellement la question de notre modèle politique
puisqu'on voit bien que dans le monde aujourd'hui, les régimes autoritaires sont très en avant et que cette déconstruction et du lien transatlantique et simultanément du modèle américain et du modèle européen fait que les régimes autoritaires vont trouver dans le monde une situation qui leur sera peut-être favorable. Et donc, ça nous pose sur notre identité politique des questions majeures. Donc, voilà pour moi comment s'articule aujourd'hui la réflexion. Ce qui se passe aux États-Unis nous concerne tous. Ce n'est pas une partie du monde, c'est le cœur du monde qui est en train d'être fragilisé et naturellement, ça nous impacte considérablement. Il y a le cas Trump qui accélère les fragilités, mais méfions-nous de penser que Trump est le seul élément de ce dispositif parce qu'un certain nombre de sujets, je pense par exemple à ce qui s'est passé avec l'Iran, à l'extraterritorialité, où des choses ont commencé avec Obama et avec surtout une puissance forte du Congrès. Et donc, il faut être prudent. Le cas personnel de Trump ne réglera peut-être pas l'ensemble des problèmes qui nous sont aujourd'hui posés. Voilà, Serge, ce panorama de départ que je me permets de tracer. Merci beaucoup. On va reprendre les différents points au cours de notre 1h15 de débat. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver, nous avons dépassé les 220, qu'il est possible pour eux de poser des questions au fur et à mesure de l'émission en utilisant l'icône converser ou questions et réponses. Et je m'efforcerai, dans la mesure du possible, de relayer ces questions vers les intervenants. Ulysse, nous sommes à exactement 26 semaines ou à peu près des élections présidentielles américaines, donc du mardi 3 novembre. Comment se présente le paysage politique américain aujourd'hui, en ayant à l'esprit naturellement la dimension politique étrangère? Est-ce que, de votre point de vue, l'élection de Trump, qui paraissait pratiquement assurée il y a quelques mois, est remise en cause profondément? Et comment réagit l'opinion publique américaine à l'utilisation par Trump comme argument électoral à la fois de la responsabilité de la Chine et naturellement une indifférence, voire une hostilité au reste du monde dans la gestion de la crise sanitaire? Bonjour à tous. D'abord, je crois qu'il faut faire le constat terrible d'aujourd'hui, c'est que nous assistons à une véritable tragédie américaine. C'est une tragédie humaine avec un nombre de décès absolument effrayant, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 60 000 morts aux États-Unis, ce qui correspond à un nombre plus élevé que le nombre de morts pendant la guerre du Vietnam. Et cette comparaison pour les Américains, évidemment, est un véritable choc, un traumatisme, même si on peut quand même remarquer que 60 000 morts aux États-Unis, compte tenu de la taille du pays, des 300 millions d'habitants, nous en France, nous sommes à un peu plus de 20 000 décès. Il faudra attendre, si j'ose dire, et espérons que ça ne sera pas le cas, mais si effectivement le nombre de morts aux États-Unis dépasse les 120 000 morts, alors la situation sera effectivement encore plus tragique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, tragédie humanitaire, désastre géopolitique, on l'a vu, non seulement la gestion de la crise sanitaire est chaotique, mais on assiste surtout, je crois que c'est le point le plus important, à la fin du modèle américain. Ça fait des années que la Chine, évidemment, rejoint l'Amérique en tant que deuxième grande puissance, deuxième superpuissance. Mais aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est le modèle américain lui-même, de cette démocratie américaine qui était capable un temps d'opérer un plan Marshall pour venir en aide à l'Europe et qui aujourd'hui n'a rien à proposer, si ce n'est une image extrêmement affligeante de son président, tweetant chaque jour un peu plus de façon désordonnée et chaotique, au point d'en être la risée du monde entier, notamment lorsque il indique qu'un traitement à l'eau de Javel pourrait faire partir le coronavirus, ou en affirmant encore récemment que le virus disparaîtrait tout seul, entre guillemets, comme par miracle. Donc, la fin du modèle américain, l'affaiblissement de l'image des États-Unis et une rivalité exacerbée entre la Chine et l'Amérique avec une relation transatlantique, Europe-États-Unis, qui est dans le coma.
et qui nous oblige en Europe à revoir les fondamentaux de l'Europe, justement de l'Union européenne, dont le destin est en jeu, on peut le dire. Sur le plan intérieur américain, il est absolument certain que le coronavirus fragilise les chances de Donald Trump de faire un deuxième mandat. Lui-même réfute tous les sondages récents, mais les sondages sont là, sa popularité s'effrite, même au sein du Parti républicain. Et dans certains États, les sondages montrent que le candidat démocrate arrive en tête avec 4-5 points d'avance. Ce qui signifie que rien n'est joué de toute façon, parce que Trump est un battant, en dépit de tous ses défauts. Il anime tous les soirs un point de presse qui a une allure de rendez-vous télévisuel digne de la télé-réalité. Et donc, il se battra jusqu'au bout et il est convaincu qu'il est l'objet d'une campagne absolument, qui n'a jamais cessé depuis son élection. Mais on voit qu'il est dans un rythme un peu en perdition, je dirais, parce que ses tweets n'ont plus vraiment de cohérence. Il est capable d'affirmer du jour au lendemain de choses complètement différentes, à tel point que certains disent que Trump, c'est le cas notamment d'un article du New York Times, est d'une certaine manière en train de procéder à son autodestruction. Alors, est-ce que c'est le début de l'autodestruction? Je ne sais pas, l'avenir le dira, mais en tout cas, le fait de répéter qu'il sera réélu à tout coup n'est plus possible, avec une raison essentielle, en dehors des aléas politiques, c'est le fait que l'économie américaine dégringole et qu'on est aujourd'hui à plus de 30 millions de chômeurs. Bill Gates disait encore hier qu'il faudrait plus de 3 000 milliards de dollars pour essayer d'affronter la crise sans qu'elle soit une véritable catastrophe à l'échelle du monde. Le point au niveau global, c'est qu'on est frappé par l'absence de réponse globale. Dans le cadre de l'ONU, même au sein de l'Europe, on a tardé à réagir, mais il n'y a pas encore eu aujourd'hui une position commune du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque l'Amérique bloque et la Chine bloquent, pour proposer une réponse globale au coronavirus. Dernier point sur la politique intérieure américaine, Joe Biden est très absent. Certes, il a le soutien d'Hillary Clinton, de Barack Obama, et il est en tête dans les sondages, mais on voit qu'il est âgé, fatigué, et qu'il n'est pas le candidat, je dirais, idéal pour affronter cette crise, même si son profil de vice-président et disons, son expérience pourrait inciter les Américains à souhaiter qu'il vienne au pouvoir, mais je dirais sans enthousiasme. Ce qui frappe aujourd'hui, dernier point, c'est cette bataille frontale entre le président, entre l'exécutif, entre Trump et les gouverneurs. Ça nous rappelle les débats orageux de la Constitution américaine entre John Adams et Thomas Jefferson. Les gouverneurs veulent être autonomes, en même temps ils ont besoin de l'État. Trump a même dû dire un jour, démentir le fait qu'il se prenait pour le roi des États-Unis. On a dû lui dire qu'il n'était que le président élu. Mais on a bien cette bataille qui nous rappelle des souvenirs dans notre vieille France entre le roi et les barons. Et là, on a quelques barons qui émergent, comme par exemple le gouverneur de New York, Mario Cuomo, qui, lui, tous les jours, tient un train de presse beaucoup plus rigoureux que le président. Et on a des cas dans plusieurs États de gouverneurs qui, même républicains, par exemple dans l'Ohio, qui vont contre les recommandations du président de la République, du président des États-Unis. Et donc cette bataille frontale entre les gouverneurs et le président laissera des traces. Ça fragilise les institutions américaines, même si c'est une preuve également de vivacité de ce débat. Mais on voit bien qu'après Trump et après le coronavirus, rien ne sera plus jamais comme avant aux États-Unis aussi. Merci Ulysse. Nicole, vous êtes à cheval sur les deux cultures. Vous avez écrit des ouvrages sur la politique étrangère américaine. Joe Biden est assez absent, il est confiné. Est-ce qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur sa vision de la politique étrangère? Est-ce qu'il va reprendre d'une certaine manière l'héritage, si jamais il est élu,
de Barack Obama, ou est-ce que le poids du Congrès, le poids de l'opinion publique américaine l'amènerait à prendre une autre position? Et s'agissant de cette opinion publique américaine, comment voit-elle aujourd'hui la Chine, et est-ce que les arguments de Donald Trump font mouche auprès d'une partie au moins de cette opinion américaine, ou est-ce que la responsabilité évidente de Trump dans la gestion calamiteuse de la crise leur apparaît? Bonjour à tous d'abord. Et je commencerai peut-être par ce point-là, l'opinion américaine et la Chine et Donald Trump. C'est vrai que d'un côté, c'est très facile, et Donald Trump ne le manque jamais, de chercher le bouc émissaire étranger chinois en particulier, avec le virus chinois, l'arrêt de l'immigration sous toutes ses formes, et également la responsabilité faite porter à la Chine, par la Chine sur les questions commerciales et économiques, le vol de la propriété intellectuelle, qui est une critique que tout le monde fait à la Chine. Donc il y a là quelque chose de simple à capter par l'opinion, de relativement évident, en partie juste, en partie injuste, mais j'ai le sentiment qu'à l'heure actuelle, l'opinion américaine, et je pense qu'Ulysse a les mêmes sources que moi, à la fois par ce qu'on lit, par les discussions qu'on peut avoir avec nos familles, nos amis, nos collègues, tout ça paraît très loin, finalement, très loin, et pas forcément immédiatement important. Qualifier le virus de chinois ou d'européen, ce n'est pas fondamental dans la psyché américaine. Et pour en évoquer brièvement Joe Biden et sa vision de la politique étrangère, Joe Biden est un démocrate traditionnel qui s'inscrit dans la lignée de Bill Clinton, d'Hillary Clinton, de Barack Obama. Je pense que tous les responsables politiques européens, M. Raffarin certainement le connaissent, ce n'est pas une surprise. Joe Biden, c'est un homme modéré, multilatéraliste, qui, s'il était élu, aurait à cœur de reconstruire les alliances, de rétablir autant qu'il le pourrait une forme de confiance, et notamment dans ce fameux lien transatlantique qui est indispensable à nos démocraties. Mais la question première, outre sera-t-il élu, c'est à quel pays aura-t-il affaire? Dans quel état va-t-il trouver l'économie? Que proposera-t-il pour la gérer? Et dans quel état trouvera-t-il son propre pays s'il est élu en novembre? On a depuis 3 ans une destruction par le haut, ce qui est quand même assez étonnant, des institutions américaines, des contre-pouvoirs. On en a vu le Congrès totalement impuissant à juguler les débordements légaux du président. La corruption règne à la Maison-Blanche sans que personne ne semble pouvoir intervenir. Ulysse a très justement souligné cette guerre entre le fédéral et les gouverneurs. Ça va très loin, avec d'abord cette désorganisation de la gestion de l'épidémie. Les gouverneurs, en gros, se sont retrouvés tout seuls, en concurrence les uns avec les autres. Le président des États-Unis appelant à la révolte et à des manifestations contre les gouverneurs élus, et encore tout récemment, mettant en cause le fait que certains États démocrates fort mal gérés devraient bénéficier de l'aide financière fédérale, donc des impôts de tous les Américains, alors qu'il n'y a aucune raison de les aider au détriment de bons États républicains. Donc il y a vraiment, de la part de Donald Trump, une politique de la terre brûlée qui est il n'hésite pas, disons, à défaire le tissu du pays s'il pense que ça peut aider à sa réélection. Donc il y a un vrai problème de personnalité qui n'est pas celui d'être démocrate ou républicain. À ce niveau-là, c'est relativement sans importance. On passe à une crise comme celle que l'on traverse, mais c'est la personnalité même de Donald Trump qui est en cause. Par contre, je rejoins totalement ce que disait M. Raffarin un instant auparavant. Les failles de la démocratie américaine ne datent pas de Donald Trump. Il les a creusées, il s'en est servi, il les a pas inventées. D'abord, puisque mon métier premier, c'est que tout de même l'histoire, on voit que dès
toutes premières arrivées de colons aux États-Unis, enfin dans les futurs États-Unis, pardon, au XVIIe siècle, il y a toujours eu un courant, souvent marginal, violent, xénophobe, paranoïaque, et que ça a toujours été là, mais c'est généralement maintenu à la marge. Là, il prend beaucoup de place, ce courant-là. Mais il y a aussi autre chose dans les fidèles de Donald Trump. Il y a tous les laissés pour compte de la mondialisation qui qui désavouent totalement la gauche américaine, qui ont le sentiment qu'ils ont été abandonnés par cette fameuse gauche américaine et toute cette politique destinée à des minorités comptabilisées pour essayer de former un électorat. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, et je m'interroge à nouveau sur la question quel pays trouverait Joe Biden s'il est élu en novembre, on a remis en cause le futur de la démocratie américaine, la capacité même de cette démocratie à organiser l'acte fondateur démocratique qui est quand même le vote des citoyens. Est-ce que dans l'élection de novembre, parce qu'elle a bien lieu en novembre, tous les Américains qui en ont le droit pourront s'inscrire? Est-ce que tous ceux qui souhaiteront voter pourront voter? Et est-ce que leur vote sera comptabilisé d'une manière fiable et incontestable? Pas la première fois qu'on aurait des contestations sur le résultat d'une élection américaine, mais cette fois-ci, c'est particulièrement crucial parce que les circonstances de la pandémie font qu'on a des doutes sur cette capacité à organiser cette élection et que je l'avoue, et je crois que Ulysse partagera peut-être ce sentiment, je n'imagine pas Donald Trump accepter une défaite. Je ne sais pas jusqu'où il sera capable d'aller pour ne pas accepter l'humiliation d'une défaite si jamais il était battu. Sur l'état futur de cette démocratie américaine, je mentionnerai juste très rapidement la question des inégalités, qui n'est pas nouvelle, mais qui est vécue, disons, d'une manière moins brutale quand l'économie tourne à plein régime avec le plein emploi et qui est vécue de manière insupportable en cas de grave crise économique et grave crise sanitaire, ce qui nous ramène à l'éternel débat américain sur le système de santé, la protection sanitaire et l'accès aux soins, puisque on le voit, les minorités, singulièrement la minorité noire et les gens les plus pauvres, sont évidemment les plus brutalement touchés par la pandémie et par le nombre de morts. Et je terminerai sur le point de que soit élu Joe Biden ou Donald Trump, le rôle futur des États-Unis dans le monde est en rapport direct avec l'état non seulement de l'économie, mais de la démocratie américaine. Sous Donald Trump, les États-Unis ont perdu le soft power. Ils ont un hard power, une armée surpuissante, utilisée d'une manière chaotique, difficile à lire, et tout ce qui faisait leur soft power, c'est-à-dire leur capacité d'influence, d'attraction, leur capacité à vendre du rêve et de l'espoir, a disparu. Donc c'est ce monde-là que le prochain président aura à gérer. Et quand même que je ne veux pas déprimer absolument tout le monde, on sait par tous ceux d'entre nous qui ont une expérience américaine, et je crois qu'on la partage tous, il y a quand même des ressorts à la fois démocratiques et économiques extrêmement forts dans ce pays. Il y a une véritable éducation civique, il y a un véritable patriotisme, il y a une véritable énergie d'entreprise et des universités, des laboratoires tout à fait extraordinaires, une capacité d'innovation qui ne va pas disparaître. Donc, j'ai envie de dire, ça n'est pas fini, mais l'histoire prochaine est à réécrire avec une situation nationale et internationale très dégradée. Mais justement, parmi ces réactions, ces ressorts, on a le sentiment quand même que du côté du Congrès américain, les sénateurs ou les représentants républicains commencent à prendre leur distance vis-à-vis de Trump. Est-ce que c'est exact et où jusque ce phénomène de distanciation peut aller? Bien, écoutez, le parti républicain est devenu le parti de Donald Trump. Il n'avait rien d'un républicain, protectionniste, anti-immigration. Mais il rappellera tout.
le 7 novembre 2016, les républicains étaient persuadés qu'ils avaient perdu la Maison-Blanche, les 2 chambres du Congrès et la Cour suprême. Le 8 au soir, ils avaient tout gagné grâce à Donald Trump. Et donc, tous les républicains qui n'ont pas voulu se plier à Donald Trump ont quitté ce parti. Et donc, à l'heure actuelle, s'il y a des parlementaires qui prennent leur distance avec Donald Trump, c'est uniquement, je dirais les choses très brutalement, pour sauver leur peau. Ce n'est pas qu'ils aiment cet homme-là, mais cet homme-là représentait leur victoire et ils se sont soumis. S'ils ont le sentiment que leur avenir politique est mis en cause, mis en danger par Donald Trump, dans ce cas-là, évidemment, ils n'hésiteront pas à l'abandonner, mais ils sont coincés. Leur électorat, c'est le même. Et il y a une fidélité de l'électorat de Donald Trump qui reste, bon an, mal an, quoi qu'il arrive, à 42%. Donc, ces parlementaires républicains, une fois vendus à Donald Trump, ils n'ont pas beaucoup d'endroits où aller. Et puis, s'ils le lâchent uniquement parce que leur destin à eux, personnel, est en cause et non parce que l'intérêt général est en cause, je ne crois pas que ça les aidera beaucoup. Donc, c'est vrai que, quel que soit le prochain président, beaucoup dépendra de la composition du Congrès, mais qu'il y a plus à attendre peut-être d'un renversement des majorités, donc une majorité démocrate au Sénat par exemple, que réellement d'un mouvement profond et salutaire de la part des parlementaires républicains. Merci. Jean-Paul, on l'a dit tout à l'heure, nous étions, avant le Covid, déjà dans une course-poursuite entre l'économie américaine et l'économie chinoise. Un des facteurs de cette course était naturellement le facteur technologique qui conditionne largement l'économie. Comment vous jugez l'impact du Covid sur cette course entre les États-Unis et la Chine? Et question des participants, quel sera le poids de la relance dans la campagne électorale américaine et quels sont les ressorts économiques des États-Unis pour rebondir après le Covid, en comparaison naturellement avec le modèle économique chinois. Bonjour à tous. Écoutez, je vais commencer par 3 chiffres. 21, 14, 14. 21 trillions de dollars, c'est le PIB américain. 14, c'est la Chine et 14, c'est la zone euro. Donc, avant le Covid, les 3 puissances mondiales, c'était 21, 14, 14. Les États-Unis avaient une croissance de l'ordre de 2% et plus. La Chine autour de 5 et 6 et la zone euro autour de 1 et quelques. Et donc, si on avait prolongé ces 3 chiffres, en 2040, on avait une égalité entre le PIB américain et le PIB chinois. La zone euro étant sur une orbite plus faible. Et donc, on avait une logique de rattrapage chinois à 20 ans. Et bien entendu, par rapport à ça, les États-Unis, en particulier Trump, n'étaient pas du tout favorables. Et Trump a toujours essayé de freiner, d'empêcher ce rattrapage. Aujourd'hui, on a 3 résultats qui sont totalement différents. On a le sentiment, d'après les chiffres, que l'économie chinoise rebondit beaucoup plus fort et beaucoup plus vite qu'avant. Autrement dit, elle avait 6% de croissance l'an dernier, elle aurait 1 cette année-ci, elle aurait 9 l'an prochain grâce au rebond qu'elle aurait. Si vous êtes à ce moment-là, vous avez un V extrêmement fort du point de vue chinois. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez une racine carrée. C'est-à-dire qu'il y avait autour de 2% de croissance. Aujourd'hui, il y a une baisse considérable de l'ordre de moins 4 à moins 5% de croissance cette année-ci. Et la reprise américaine l'année prochaine sera de l'ordre de 5 ou 6. Autrement dit, les États-Unis vont perdre en croissance, ce qui fait que
il se rattrape par la Chine en 2030 et pas en 2040. Et le troisième élément, à côté du V chinois, de la racine carrée américaine, c'est que vous avez une sorte de L de la zone euro, à savoir que effectivement la zone euro est très affectée. Les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut dire que la croissance de la zone euro, ça pourrait être -4, -5 par rapport à 1 l'an dernier, 1 et quelques, et la reprise économique serait très lente. Et donc, on est sur une orbite encore plus basse, nous. Donc, voilà le trio qui apparaît. Le trio qui apparaît, c'est qu'on a le sentiment que les États-Unis, en quelque sorte, n'arrivent pas à rattraper. Au contraire, ils sont rattrapés plus vite, que la Chine, elle, se sort d'affaires plus vite que prévu, ce qui, évidemment, va énerver les Américains, et que la zone euro pèsera de moins en moins dans ce trio. Voilà la situation purement économique. Alors, comment on fait-on pour agir et réagir? En Chine, c'est simple. En Chine, il y a de la monnaie, il y a du budget, et personne ne sait exactement ce qui se passe. Aux États-Unis, il y a des déficits budgétaires considérables qui sont mis en place, autour de 2 trillions d'ores déjà. Il y aura sans doute plus la politique monétaire. Et hier, M. Powell a dit « je continuerai et j'en veux plus ». Hier, M. Powell a dit « je veux plus de déficit budgétaire et moi, je ferai encore plus de politique monétaire ». Et nous, en zone euro, on a des interrogations là-dessus, à savoir que l'on a des limites sur la politique budgétaire et des interrogations sur la politique monétaire. Autrement dit, on est plus faible et plus divisé. Voilà le trio qui apparaît. Donc, c'est un trio, en quelque sorte, 21, 14, 14. Dans 20 ans, les États-Unis étaient gagnés, rattrapés par la Chine et la zone euro suivait assez loin. Aujourd'hui, tel que cela apparaît, grâce au rebond chinois, on a le sentiment que la Chine rattrapera plus vite les États-Unis dans 10 ans et que l'Europe, elle, est plus affaiblie. Et donc, bien entendu, il va y avoir des interrogations politiques sur la démocratie américaine et évidemment sur la situation et la solidité européenne. Autrement dit, dans le trio des 3 puissances, on a quelque chose qui est un écart complet avec les États-Unis, qui d'une certaine manière se rattrapent plus vite que prévu, et l'Europe qui, a priori, ne se rattrape pas et d'une certaine manière peut se dissoudre. Et c'est donc un risque économique majeur qui est à l'heure actuelle en zone euro, clairement. Aux États-Unis, s'ils n'arrivent pas à tenir suffisamment, parce que les États-Unis ont en fait une puissance qui met en place, qui est le dollar, jusqu'où ça ira, étant entendu qu'il n'y a rien d'autre que le dollar. Et que M. Trump joue le dollar, joue le déficit budgétaire, joue la politique monétaire. Il sait très bien qu'il joue avec le seul outil qu'il y a et qui est le meilleur au monde, étant entendu que le franc suisse est tout petit, que le yen, ça ne marchera pas. Et donc, M. Trump joue sa carte massivement avec la politique monétaire et la politique budgétaire, mais c'est une carte qui a, à mon avis, perdu 10 ans. Jean-Pierre, on voit bien que pour l'Europe, c'est à la fois une chance historique d'exister en réagissant, en ressaisissant, et puis un risque tout aussi historique de disparaître de l'histoire. Et ce second risque est largement partagé par ceux qui nous suivent. Comment voyez-vous la capacité de ressaisissement de l'Europe et quelles seraient les initiatives à prendre? On voit bien que le président Emmanuel Macron, depuis qu'il est à la présidence, a multiplié les initiatives, mais que celles-ci
finalement, ont peu de prise sur la réalité européenne. Donc, comment faire pour que l'Europe arrive à surmonter ces divisions et continuer dans le monde à diffuser son message, qui est un message de concorde, de valeurs sociales, de valeurs humaines. Tout ça est assez triste d'une certaine manière parce qu'on voit bien que les défis qui sont devant nous sont extrêmement lourds. Si on a une situation atlantique, disons, qui se détériore au maximum, on ne voit pas comment l'Europe va être capable d'un sursaut unitaire. On voit bien toutes les difficultés sur tous les grands sujets, que ce soit par exemple l'OTAN, la défense européenne, que ce soit les routes de la soie, que ce soit un certain nombre de grands sujets qui nous sont posés par ce qui, pour moi, va structurer les relations internationales, c'est-à-dire la relation entre la Chine et les États-Unis. Les pays européens ne réagissent pas de la même manière. Donc, cette guerre qui s'installe entre les États-Unis et la Chine, on voit bien que la seule façon d'exister, de reprendre notre place à 14, pour reprendre ce schéma 21-14-14, c'est de pouvoir avoir une certaine unité affirmée. Et donc, pour moi, c'est ou le réveil de l'Europe ou la sortie de l'histoire. Donc, on est vraiment dans une situation qui est assez tragique. Alors, comment sortir de l'histoire ? Ce que je pense, moi, personnellement, c'est que dans cette situation, au fond, c'est la France et l'Allemagne qui, à elles deux, ont quand même des chiffres qui sont globalement des chiffres, disons, continentaux par rapport aux différents continents, et que, au fond, si la France et l'Allemagne, ensemble, prennent conscience qu'elles doivent mettre plus d'intérêts en commun, bâtir une stratégie plus profonde ensemble, c'est la seule façon de ne pas sortir de l'histoire. Et pour moi, ça devrait quand même être possible parce que les Allemands qui n'aiment pas naturellement notre gestion budgétaire, qui ont un certain nombre de puissances, on nous regarde avec quelquefois un peu de compassion, mais néanmoins, quand on regarde les sujets de l'avenir, que ce soit la transition environnementale, leurs problèmes de charbon, que ce soit leur système politique avec l'après-Angela qu'il va falloir gérer, que ce soit des situations démographiques, on voit quand même, y compris la situation de l'industrie automobile qui était quand même le fleuron majeur de la politique internationale de l'Allemagne, on voit quand même que l'Allemagne a devant elle un certain nombre de problèmes et qu'elle va bien pouvoir se dire qu'elle ne pourra pas y faire face tout seul. Et nous, Français, nous voyons bien que nous avons aussi besoin de l'Allemagne. Donc je pense que tout en faisant des choses qui soient compatibles avec les autres, tout en faisant en sorte que nous ne fassions pas un couple qui se referme, mais au contraire un couple qui reste plus ouvert, je pense que déjà, en tout cas, pour ceux que je connais bien qui sont les Chinois, c'est ça qui les impressionne. Quand Xi Jinping a été reçu par Macron à l'Élysée, dans son bureau, avec Merkel d'un côté et Juncker de l'autre, ça a impressionné les Chinois. Et quand on est face aux Chinois, il faut bien se dire que les Chinois, ils ne comptent que sur le rapport de force, sur la capacité de leur imposer quelque chose. Et donc, quand ils ont vu que les Français et les Allemands parlaient ensemble dans une réunion qui était en fait une réunion au départ bilatérale entre la France et la Chine, ça donnait une forte impression. Donc, je pense vraiment qu'il nous faut avoir cette conscience de la gravité. C'est la sortie de l'histoire ou le réveil européen. Le réveil européen, il peut se construire sur cette nécessité de la relation franco-allemande. Et puis j'ajoute un dernier point qui est quand même des initiatives internationales pour qu'on garde notre rôle international. Moi, ce qui me frappe avec les États-Unis, quand on écoute un peu les informations américaines, finalement, les sujets qui sont posés aujourd'hui sont assez voisins des nôtres. Parce que nous aussi, on a le problème de la décentralisation. Nous aussi, on a le problème des masques. Nous aussi, on a le problème des tests. Nous aussi, on a la difficulté du déconfinement. Et donc, au fond, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que nous sommes tous devant une crise qui, au fond, se ressemble. C'est une crise qui est mondiale, mais nous avons des stratégies que nationales. Et ça, je crois que c'est une fragilité. La pandémie est mondiale, il nous faudrait des solutions mondiales. Et donc peut-être que la France et l'Allemagne auraient des initiatives à prendre pour internationaliser le combat,
pour faire en sorte, avec l'Europe et toujours, moi je suis très européen, donc il ne faut pas abandonner ni nos amis suédois, ni nos amis espagnols, ni nos amis italiens. Il faut toujours que ce que la France et l'Allemagne pensent, ça soit compatible avec les autres, mais il faut naturellement un leadership. Aujourd'hui, l'alliance Merkel-Macron, elle est compliquée, mais au fond, à tous les deux, ils ont quand même pas mal d'atouts. Et s'ils faisaient, qu'il y ait une stratégie franco-allemande qui donne de la crédibilité à notre rapport de force, d'une part, et que deux, on se mette d'accord sur une impulsion internationale, peut-être que l'Europe se réveillerait, mais c'est vraiment très urgent parce qu'autrement, notre destin, c'est celle d'être une balle de ping-pong dans un match entre la Chine et les États-Unis. Et un jour, on reçoit des coups de raquette de la Chine et le lendemain, on reçoit des coups de raquette de l'Amérique. Et donc, on a l'extraterritorialité d'un côté, les routes de la soie de l'autre, et on a une pression des deux côtés. Et finalement, notre avenir ne nous appartient pas. Et donc, je crois que c'est ça qui est la conscience aujourd'hui majeure, même si on voit des défauts à nos partenaires européens comme nous en avons nous-mêmes. Il faut passer par-dessus ça. Les générations qui nous ont précédés ont montré qu'elles étaient capables d'avoir une hauteur de vue plus grande encore que la nôtre. Donc, soyons à la hauteur de la situation. Merci. Jean-Paul, une question sur justement l'existence de l'Europe à travers l'économie. L'Europe est probablement la plus intégrée dans l'économie mondiale. Elle dépend beaucoup de l'étranger pour ses activités. La Chine également reste intégrée dans le commerce mondial et les échanges, les investissements. Dans quelle mesure cette interdépendance entre la Chine et l'Europe peut être préservée, c'est-à-dire pour la croissance économique partagée, et également une question sur la souveraineté économique de l'Europe. Comment peut-elle se manifester et ne pas tomber dans le protectionnisme et donc contribuer à ce refermement du monde auquel on assiste? Effectivement, l'Europe a toujours craint la puissance. L'Europe s'est construite pour éviter trop de protection interne. L'Europe s'est construite autour du marché, avec derrière, dans ce marché, une libre concurrence libre et non faussée. Et donc, ce qu'a voulu l'Europe, avec le grand marché, c'est effectivement des grandes entreprises, mais pas trop grandes. Et donc, l'Europe s'est faite, en quelque sorte, pour éviter les concerts allemands qui avaient conduit à Hitler les périodes précédentes. Et donc, on a l'Europe qui s'est faite pour être puissante, mais autour d'un marché. Elle n'a jamais voulu des champions. Et maintenant, elle est en train de se dire, mais avoir des champions européens, c'est quand même important. Les champions européens, ça ne peut être que des champions mondiaux. Parce que quand vous avez une part de marché européen, ça n'existe que si vous avez aussi un pied aux États-Unis et un pied en Chine. Autrement dit, la vision stratégique européenne, la vision stratégique économique européenne est une vision qui, d'une certaine manière, date des années 70-80. Éviter des monopoles et des positions de puissance trop fortes en Europe, alors que c'est une folie. Il nous faut des champions européens qui sont des champions mondiaux. Et c'est parce que nous aurons, et quand nous aurons des champions européens et des champions mondiaux, que nous pourrons peser. Tout à l'heure, Jean-Pierre Raffarin reprenait les chiffres 21, 14, 14. Aussi longtemps que nous sommes à 14, nous pouvons continuer à exister avec des champions. Mais si, dans 10 ans, nous n'avons plus les champions, et si nous sommes coincés, comme je disais tout à l'heure, entre d'un côté les routes de la soie, et de l'autre côté le GAFAM, à ce moment-là, nous serons en difficulté majeure. Pourquoi? Parce que l'Europe, à l'heure actuelle, baisse plus que les États-Unis, baisse plus que la Chine. Quand on a les chiffres aujourd'hui de la croissance du premier trimestre et du deuxième trimestre prévus,
on voit bien à quel point la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne sont affectés. Autrement dit, le fait de ne pas avoir de champion, le fait de ne pas avoir suffisamment de capacité de résilience interne nous affaiblit. Donc, la stratégie que nous devons avoir aujourd'hui, c'est celle d'une stratégie à moyen et long terme, avoir des champions. Nous ne pèserons pas, et nous pèserons de moins en moins si nous disons ce qui est important, c'est la concurrence en Europe. Ce qui est important, c'est la concurrence dans le monde. Et si nous n'avons pas des champions ici, nous aurons effectivement les produits américains, les produits chinois, et nous aurons disparu, avec un taux de chômage énorme qui nous fera en plus avoir des problèmes considérables. N'oubliez pas que hier, la note d'Italie a été dégradée et qu'elle est à un nœud, comme on dit, du junk. Et donc, on est vraiment avec des positions fragiles en Italie, en Espagne et en Grèce, et pas si loin en France. Et donc, si on joue à ne pas avoir une stratégie long terme, qui serait une stratégie crédible de remonter en croissance par la résilience, par la force de nos entreprises, effectivement, nous souffrirons. Tout à l'heure, vous parliez également des PME et autres. Nous avons aujourd'hui une crise majeure parce que le tissu industriel que nous avons est un tissu fragile de PME qui souffre particulièrement et qui souffre particulièrement de profitabilité trop faible. On ne veut pas dire, on n'ose pas dire que la profitabilité en France, en particulier, elle est trop faible. Il nous manque des milliards de résultats pour investir, des milliards de résultats pour former. Le profit, ce n'est pas pour le dividende, le profit, c'est pour investir et pour former. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, si on n'a pas assez de profit, on n'investit pas assez, on ne forme pas assez, et donc dans 10 ans, on est coincé. Donc je reviens par rapport à la question. Aujourd'hui, si on ne vit pas l'Europe comme une puissance qui doit avoir des champions, évidemment concurrents, et concurrents dans le monde, nous aurons vraiment une situation dramatique dans 4-5 ans. Alors 10 ans, ce sera les États-Unis, et 5 ans, ce sera pour nous plutôt. Merci Jean-Paul. Nicole, bon, on voit que Trump est pratiquement prêt à tout pour rétablir ses chances dans la course électorale, gagner. Une question, est-ce qu'il serait prêt à aller plus loin dans son intention de traduire devant je ne sais quel tribunal la Chine pour ses responsabilités dans le coronavirus, ou est-ce que c'est simplement une figure de style? Et deuxièmement, on voit bien qu'il est assez facile de mettre le feu aux poudres avec la Chine, et notamment sur les îles Spratly, sur les Paracels, sur Taïwan. Est-ce que vous pensez que Trump serait capable d'essayer de monter aux extrêmes, sans y parvenir, bien sûr, ou sans vouloir y parvenir, pour créer une atmosphère qui lui paraîtrait favorable à sa réélection? Rien de tout ça me semble très bon, n'est-ce pas? Écoutez, Donald Trump a mené sa vie entière depuis le premier jour où il a commencé à travailler avec son papa dans l'immobilier, entouré d'avocats, poursuivi devant les tribunaux et poursuivant lui-même tout un chacun devant les tribunaux. Et dire je vais vous traîner en justice, c'est sa réaction première à chaque problème qu'il peut avoir. Souvenons-nous qu'il conseillait vivement à Boris Johnson de traîner l'Union européenne devant les tribunaux. Donc cette menace de poursuivre la Chine me semble une figure de style qui lui est familière, mais dont je ne vois pas sur quoi et de quelle manière elle pourrait se concrétiser. Devant quel tribunal pourrait-il aller traîner la Chine?
il y a l'Organisation mondiale du commerce pour tout ce qui est dispute commerciale, où Donald Trump affirme que les États-Unis sont traités avec beaucoup d'injustice. Or, si on regarde toutes les fois où les États-Unis se sont plaints, ils en ont tout à fait le droit de diverses pratiques devant l'OMC, ils ont gagné la plupart des cas dans lesquels ils ont été impliqués. Là, il ne s'agit pas d'une dispute commerciale, il s'agirait d'un crime sanitaire en quelque sorte, bien difficile à démontrer, dont je ne vois pas quel tribunal pourrait se déclarer compétent. Est-ce que Donald Trump aurait intérêt finalement à faire monter des enchères de caractère militaire face à la Chine pour créer une situation d'urgence dont il pourrait penser qu'elle lui serait plus favorable dans l'élection de novembre? Difficile à dire, évidemment. Moi, pour le dernier que j'ai publié, j'ai eu le plaisir, mais aussi le grand intérêt, je veux dire, à me pencher sur toutes les déclarations que Donald Trump a pu faire depuis 40 ans, puisque ça fait une quarantaine d'années qu'il s'exprime dans la presse. Et j'ai remarqué à quel point cet homme a certes des positions qu'on peut, je crois, à juste titre qualifier de simplistes, mais totalement durable. Il ne change jamais d'avis. Sa vision du monde, ça a toujours été on nous exploite, ça nous coûte trop cher, tout le monde se fait de l'argent sur notre dos, et il faut une armée très forte, mais il n'aime pas la guerre, il n'aime pas faire la guerre, il aime avoir une armée dont il peut démontrer au cours de grands défilés ou autres qu'elle est surpuissante et plus puissante que tout le monde, mais qu'il l'envisage quand même plutôt comme une force de dissuasion. Je ne peux pas exclure, et je pense que personne ne peut le faire, qu'il soit capable d'un très sale coup, appelons ça comme ça, comment dire, s'il est en danger sur le plan électoral. Mais ça ne me paraît pas du tout son option première. Je n'y crois pas trop. Maintenant, je laisse évidemment aux autres interlocuteurs la capacité de voir plus loin que moi, parce que c'est quand même un sujet extrêmement délicat. Merci. Alors, nous avons également des questions sur… Serge, sur ce point, une question, Oui. une petite information qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, la presse américaine fait état des pressions, entre guillemets, de la Maison-Blanche sur les services de renseignement pour essayer de trouver, je dirais, le smoking gun qui pourrait établir les faits selon lesquels la Chine, enfin le virus, le coronavirus, émanerait effectivement d'un laboratoire de Wuhan. Et alors, je sais qu'il y a déjà beaucoup de spéculations sur ces informations. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que certains membres des services de renseignement qui communiquent avec la presse américaine s'inquiètent aujourd'hui de ces pressions dont ils feraient l'objet pour justement faire de la Chine le bouc émissaire très utile dans cette campagne pour se dédouaner des responsabilités de l'administration actuelle dans la gestion de la crise. Je crois que c'est un élément important, surtout si on se souvient de la guerre d'Irak et des fameuses petites fioles de Colin Powell à la tribune des Nations Unies, qui avait été un élément déclencheur dans l'intervention américaine. Alors, de là à dire que Trump pourrait aller jusqu'à lui-même déclencher une intervention, je suis assez d'accord avec la prudence de Nicole Bacharan, mais par contre, il est clair que la Chine est devenue, dans la campagne, un élément fondamental, pas simplement pour Trump, mais également pour les grands sénateurs et les élus républicains dont le siège est remis en question lors des élections de novembre. Et donc, on peut s'attendre à une tension assez vive et il est probable que Trump, effectivement, fasse du virus chinois un élément important de sa campagne. L'autre chose, c'est qu'on peut se demander si Trump, et ça dépendra évidemment de l'ampleur du nombre de décès, de la suite de l'épidémie aux États-Unis, puisse tirer argument de la pandémie pour éventuellement demander un report de l'élection. C'est une hypothèse qui est apparue dans la presse américaine récemment. Est-ce que c'est possible ou pas? Ça dépendra vraiment de la façon dont l'Amérique finalement sort de l'épidémie. Si elle en sort relativement rapidement, à ce moment-là, il aura du mal à invoquer un report, mais on voit bien qu'il est dans un contexte très compliqué pour lui et que ça pourrait effectivement le servir que de reporter l'élection. Ça, c'était sur Trump et la Chine.
sur l'Europe et la Chine, paradoxalement, malgré les tensions actuelles, on voit que la crise a entraîné davantage de coopération entre l'Europe et la Chine, notamment sur le plan de la santé et des échanges scientifiques. Alors évidemment, on a bien noté la phrase de Macron disant que tout n'a pas été dit et que la Chine devrait en dire plus, donc laissant planer l'idée qu'on ne sait pas tout, et sans doute ne sait-on pas tout en ce moment, notamment sur l'origine du virus, sur le patient zéro, mais on voit qu'il y a quand même dans cette phase de tension une coopération assez importante, et surtout, je dirais que la crise, comme disent les Chinois, peut être porteur d'aspects positifs, elle pourrait se révéler comme un catalyseur d'une certaine manière pour l'émergence de cette Europe tant attendue, en sachant que évidemment elle est menacée par les divisions, par la fracture entre l'Europe du Nord, bien gérée entre guillemets, et l'Europe du Sud, mais elle peut aussi saisir cette opportunité pour retrouver une nouvelle vie, si j'ose dire, après la crise, avec l'idée que la souveraineté et l'indépendance économique de l'Europe sera une nécessité absolue compte tenu de ce que l'on a vécu à l'occasion de la crise du coronavirus. Évidemment, il y a un point d'interrogation, c'est que si la réponse de l'Europe, comme des États-Unis et de la Chine, sur le plan économique n'est pas suffisante, et si l'on assiste à comment dire, une crise sociale énorme qui précipitera des millions de chômeurs dans la rue, ça peut remettre en cause les scénarios de sortie de crise positive. Et dans ce cas-là, l'Europe, effectivement, serait très affaiblie pour envisager de sortir par le haut de cette crise qui remet en question ses fondamentaux. Donc, la réponse économique est fondamentale. Et à cet égard, Bruno Le Maire a dit l'autre jour que le véritable plan de relance européen ne sera pas connu vraiment avant le début de l'année, et en tout cas mis en place avant le début de l'année 2021, ce qui fait qu'on va entrer dans une zone de turbulence assez forte dans tous les grands pays européens, et avec les risques que cela comporte. Et en tout cas, c'est là que l'on pourra juger la réponse de l'Europe et sa capacité ou non à faire face à ces défis. Serge. Oui, Jean-Paul. Oui, par rapport à ce que vient de dire Ulysse, moi, en disant avec les crises qu'on a, ce qui va le plus vite sont les crises financières. Et aujourd'hui, on a une crise financière, évidemment, en Europe, avec l'Italie, avec l'Espagne, la Grèce aussi, et évidemment, elle est très dangereuse. Et je me demande dans quelle mesure l'arme de Trump n'est pas d'essayer de mettre en faillite la Chine. Pourquoi? Parce que la faillite, la Chine est très endettée, avec la dette interne, bien sûr. On ne sait pas trop comment les calculer, on ne sait pas trop comment s'en fait des provisions. Mais il y a également des crédits très importants qui sont faits avec les routes de la soie. Est-ce que ces crédits seront in bonis, seront remboursés ou pas? On sait très bien, on a vu par exemple, que quand il y a eu la demande au G20 de revoir les dettes des pays émergents, la réponse chinoise a été de dire oui, il faut revoir les crédits aux pays émergents, sauf ceux de la route de la soie. Et donc, les gens se sont dit, est-ce pour rire? Et il y a également 130 milliards de dollars en jeu. Et donc, d'une certaine manière, je me demande à quelle mesure, à côté des batailles économiques, politiques, militaires dont vous avez parlé tous, je me demande s'il n'y a pas non plus une bataille financière pour essayer de mettre la Chine à genoux, en tout cas en difficulté, et non pas sur la Chine même dans le pays, parce que honnêtement, ce n'est pas très clair, mais en tout cas sur les pays émergents qui seraient en difficulté pour rembourser leur crédit. Merci. Jean-Pierre, une question. On parle beaucoup de l'Europe et on parle beaucoup aussi dans les messages que nous recevons, dans les questions, de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est-à-dire bien sûr
la Russie, comment la Russie se comporte dans cette crise avec ses propres problèmes internes. L'Europe de l'Est, on voit bien que là aussi, loin d'unir l'Europe, la désunion se nourrit du virus. Comment analyser cette situation et comment essayer de la dépasser par le haut? Oui, je réponds tout de suite à cette question. Juste un mot dans la poursuite de la réflexion que Nicole développait tout à l'heure sur les tensions entre la Chine et les États-Unis. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment le sujet sur l'origine du virus qui va aller très loin, comme vous le disiez, par rapport au procès, devant quel tribunal, accepté par qui. Et tout ça me paraît grande complexité. Et je vois surtout de la propagande dans ces questions-là. D'un côté, quelle est l'origine du virus, de l'autre côté, c'est les Américains qui les ont amenés aux Jeux militaires. On voit des débats qui sont des débats probablement de propagande. Moi, je pense que le sujet sur lequel il faut être très vigilant, c'est Taïwan. Parce que là, les risques sont graves. Parce que Taïwan, c'est vraiment un sujet sur lequel les Chinois sont extrêmement susceptibles, déterminés. C'est le seul sujet sur lequel des dirigeants chinois ont dit qu'ils étaient prêts à faire la guerre s'ils avaient un affrontement sur ces sujets-là. Donc je pense qu'il nous faut surveiller cette question, la travailler, faire en sorte que notre diplomatie européenne veille à cette question-là, parce que une maladresse ou une stratégie américaine sur cette question, dans cet environnement hyper compliqué avec le Japon, avec la Corée, je pense que c'est un sujet sur lequel la tension pourrait prendre une dimension qui nous concernerait vraiment tous. Donc ça, c'est un point que je mets dans le débat, mais je pense que l'affaire Taïwan, avec les élections qui sont passées, avec l'opinion publique taïwanaise qui s'éloigne, semble-t-il, de la Chine, avec un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui posés, avec le fait que Taïwan semble avoir bien géré cette crise, on a là des ingrédients sur lesquels il faut être attentif. C'est un des points chauds du monde, de mon point de vue. Ensuite, sur la question posée par Serge, de nos amis, je pense que l'avenir de l'Europe, en effet, dépend en grande partie de la question de la sécurité à l'est de l'Europe. Et donc, on ne peut pas rester durablement avec ce continent européen pour lequel il y a une menace à l'est. Il n'est pas normal, il est inquiétant que nos amis suédois aient distribué un document disant à l'opinion publique suédoise quelle doit être l'attitude en cas de guerre avec la Russie. On voit bien que les pays baltes ont peur de cette guerre, les Polonais aussi. On a toute une partie de l'Europe qui craint l'intervention de la Russie. On a d'autre part la Russie qui est convaincue que tout notre partenariat avec l'OTAN s'est orienté contre eux. Donc si on n'a pas une nouvelle donne sur cette question-là, on voit bien que la sécurité à l'est de l'Europe, à notre frontière est, c'est un sujet majeur pour nous. Donc là, je soutiens tout à fait les initiatives qu'a pris le président de la République sur la nouvelle architecture de confiance avec la Russie. Je pense qu'il est très important de travailler avec la Russie, y compris d'ailleurs sur un certain nombre de sujets qui nous sont posés dans le continent eurasiatique. Je pense à des questions comme les routes de la soie, des relations avec l'Inde, avec le Pakistan, avec un certain nombre de sujets. Je crois qu'on aurait grandement intérêt à parler avec les Russes. Donc, pour moi, il est clair que les perspectives européennes, c'est d'une part une relation franco-allemande qui prend conscience qu'elle a besoin de donner un leadership au rapport de force européen et qu'elle doit le donner par cette alliance entre l'Allemagne et la France, mais que d'autre part, il faut une vision assez élargie de l'Union européenne pour avoir une stratégie de sécurité à nos frontières et de faire en sorte notamment que la situation soit apaisée à l'est de l'Europe. Merci. Nous allons procéder à un dernier tour de table rapide en quelques mots pour essayer de voir comment on pourrait agir pour que l'avenir soit moins inquiétant. Il y a une vingtaine d'années, quand le terme d'hyperpuissance a été créé, le monde reposait sur la puissance américaine, incontestée, incontestable, et des institutions multilatérales qui, même si elles reflétaient la puissance américaine,
était accepté par tous, y compris ceux qui n'avaient pas contribué à leur élaboration. Aujourd'hui, tout ceci est mal en point. Quel type, s'agissant du multilatéralisme, quel type d'idée, quel type d'intervention, d'initiative pourrait-il être pris dans les différents domaines politiques, géopolitiques, économiques, pour contribuer à un ordre mondial qui soit acceptable et qui ne découle pas seulement d'une hyperpuissance. Jean-Paul, dans un monde extrêmement endetté, avec une grande fragilité, dans un monde divisé, que peut faire ce que l'on appelle la communauté internationale pour régler de la manière la plus positive cette difficulté? Facile. Des participants. Voilà. Moi, je me rappelle, je ne sais pas, mais 1950, assez grave. 5 ans avant, la France et l'Allemagne se battaient. Et tout le monde décide, on va mettre ensemble l'acier et le charbon, de telle sorte que la paix soit impossible entre les deux. Et aujourd'hui, vous avez une grande puissance qu'on appelle l'Europe et la zone euro. Nous n'avons pas continué avec la zone euro assez fort l'intégration et nous ne voyons pas assez de manière stratégique les enjeux. Nous manquons de vision stratégique pour l'Europe. Aujourd'hui, on le paye. Deuxièmement, les États-Unis aussi ont une vision stratégique qui est aujourd'hui de plus en plus à eux. Ils veulent se développer avec eux, avec au fond le Canada, le Mexique et l'Amérique latine. Ils veulent retourner à l'ancienne théorie Monroe de l'époque pour être patron de leur région. Parce que, en fait, c'est ça, chacun veut son domaine. Et c'est ça, l'idée que chacun veut son domaine alors que ça n'est plus possible, c'est ça qui est le problème que nous avons. Nous sommes tous tributaires les uns des autres. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire tributaire? Ça veut dire qu'on est tous codépendants de ce que font, de ce qu'on invente, de ce qu'innovent les autres. Le problème, c'est que quand on est codépendant, c'est bien. Mais quand on est codépendant et faible, c'est pas bien. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a une bataille pour l'autonomie, essayer de voir une Europe puissance. Une Europe puissance, elle ne peut se développer qu'avec les autres et qu'en étudiant plus précisément les endroits qui sont ces endroits faibles. Ces endroits faibles, c'est d'abord la surveillance. C'est d'abord la surveillance de ce qui se passe à côté et d'avoir un système de tour de guet pour mieux voir ce qui se passe, ce qui organise et pour ne pas être surprise. L'Europe a été surprise. L'Europe n'a pas cru, l'Europe n'a pas voulu croire, l'Europe n'a pas voulu ou a cru les autres. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'il nous faut en Europe, non pas tous les points forts, mais quelques points forts. Et ce sont ces points forts qu'il faut développer. L'autonomie ou la souveraineté est une souveraineté qui ne peut être que sur certains endroits où l'on est en quelque sorte inévitable. Et si la France et l'Europe étaient inévitables sur 4 ou 5 sujets, par exemple, la nouvelle technologie de l'information, par exemple l'intelligence artificielle, par exemple ceci, à ce moment-là, elle devient souveraine. La souveraineté, c'est parce que vous êtes inévitable sur certains endroits. Et cette vision, en quelque sorte, moyen terme de l'économie d'une Europe puissante, on ne l'a pas. Les États-Unis veulent devenir ultra puissants partout, hyper omnipuissants. Ça n'est pas possible. Et ils le savent bien. Ce qui leur reste comme puissance, c'est le dollar. Et l'armée, bien sûr. Et avec le dollar, ils ont le droit et tout ça. Et on voit bien que la Chine, elle, avec le yuan, essaie de sortir de la terre, et avec les monnaies chinoises, elle essaie de sortir peu à peu de l'emprise juridique du dollar. Mais ça,
Et elle essaie de se développer en Asie et elle essaie de se développer aussi comme ça en Afrique. Mais nous n'avons pas, je réponds, le fait de ne pas avoir de vision stratégique claire, de ne pas dire pour l'Europe, voilà où nous allons aller, c'est pour ça que les gens sont inquiets. C'est pour ça que l'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous aurons assez d'argent? Est-ce que nous pourrons sortir de l'affaire? Si on dit, écoutez, mesdames et messieurs, voilà ce qu'on va faire dans les prochaines années. Il nous faut des endroits, un, une tour de guet, deux, des endroits d'excellence que nous maîtrisons absolument. 3, des lieux de recherche qui seront européens et qui seront à la tête. 4, des entreprises qui seront leaders mondiaux. 5, etc. Et nous aurons ce système-là. Autrement, si on dit « Ah, les Italiens sont en déficit. Ah, les Espagnols sont en déficit. Ah, les Français ont encore besoin d'argent. » On n'en sortira jamais. Si on ne regarde que les aspects en quelque sorte de faiblesse, et pas les aspects de force, et pas les façons de les renforcer, nous aurons effectivement des difficultés. Et c'est parce que nous serons plus forts que nous serons effectivement plus pris en compte, et que nous aurons compris que, en quelque sorte, la souveraineté, c'est d'abord l'éminence dans certains endroits. Dans certains endroits. On ne peut pas être patron partout, mais il faut être patron dans certains endroits, et effectivement l'être. Nicole, on voit bien que les Américains se sont accommodés du système multilatéral qu'ils ont mis en place après la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre aux commandes. Ils ne peuvent plus l'être aujourd'hui avec la montée de la Chine et d'autres puissances. Peut-on imaginer, et c'est une tradition américaine, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, très, très ancienne, peut-on imaginer aux États-Unis un dispositif multilatéral qui dépasse la doctrine de Monroe et qui permet de trouver un code de conduite entre les différents pôles mondiaux? Bien sûr, Trump, bien sûr, il reflète à certains égards des tendances profondes américaines, mais il les exacerbe et donc il y a des raisons d'espérer quand même que si Joe Biden est élu, malgré ses faiblesses, il ne dégrade pas autant le climat international que son possible prédécesseur. Oui, c'est vrai que si on revient à l'ADN, au fond, de la puissance américaine, à la doctrine de Monroe, au rêve de l'isolationnisme, l'isolationnisme américain est un mythe. Ça a été un des mythes fondateurs, le pays continent à l'abri entre ces deux océans, loin des tourments du monde. Ça revient régulièrement dans le discours public, mais finalement, en tant que légende utile dans certaines opérations de propagande, mais ça ne peut pas aller au-delà. Les États-Unis sont dans un monde terriblement interdépendant, pour le pire parfois et pour le meilleur aussi, quand on pense, c'est banal de le dire, à l'activité de tous les chercheurs et les scientifiques à l'heure actuelle qui partagent chaque jour leurs résultats dans les soins qu'ils peuvent apporter au virus actuel et qui font ça de manière mondiale. Donc un retour américain à l'isolationnisme, c'est une impossibilité, pour autant qu'il ait jamais existé. Maintenant, un recours, l'acceptation, disons, d'une place parmi d'autres à une table multilatérale ne me paraît pas pour demain non plus. Je n'imagine pas les États-Unis renonçant à l'extraterritorialité de l'application de leurs lois. Au fond, c'est trop facile et ça les a trop bien servis. Mais si on avait un Joe Biden aux commandes, il est certain que c'est quelqu'un qui comprend la nature planétaire des défis qui sont les nôtres et la nécessité de travailler avec des partenaires. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. De là à se soumettre
à des vétos russes ou chinois à l'ONU, c'est tout à fait autre chose. Mais la nécessité de travailler avec des alliés et de discuter avec ceux qui ne sont pas des alliés, c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'est Joe Biden et de ce que serait l'équipe autour de lui. Une des questions clés, et Jean-Paul a évoqué très justement toutes les questions économiques qui touchent l'influence européenne au fond et qui sont peu ou prou les mêmes en ce qui concerne l'influence américaine, il y a aussi les questions politiques et démocratiques qui font partie du rôle futur des États-Unis et de l'Europe dans le monde. Et c'est vrai que cette élection de novembre aux États-Unis, même s'il n'y a pas un enthousiasme délirant autour de Joe Biden, cette élection, elle est cruciale. Elle est cruciale pour l'avenir du lien transatlantique, pour l'avenir des pays démocratiques, pour l'avenir de la question climatique en matière de climat et d'économie, puisque nous sommes maintenant au cœur d'une crise économique très grave. La prochaine élection américaine, elle est fondamentale. Si Donald Trump est légitimé dans sa manière de miner le multilatéralisme tel qu'il a été fondé par les États-Unis, ce fameux ordre mondial qui date de 1944-45, on ne peut plus compter les États-Unis comme un pays allié. Donc il reste l'Europe. Il reste l'Europe avec les États-Unis ou l'Europe sans les États-Unis, mais l'Europe, c'est notre seule chance. Et pour ça, je rejoins tout à fait ce que disait M. Raffarin, il faut ce socle franco-allemand. On n'a pas le choix. Il n'y aura pas de socle franco-britannique. Donc c'est franco-allemand, et puis en élargissant, en prenant en compte les intérêts et les visions des autres pays. Et si les valeurs démocratiques ont un avenir, il faut qu'elles se montrent efficaces face à la question des inégalités, de la crise économique, et aussi efficace face à la question de la représentativité. Il y a en France et dans d'autres pays européens un déficit de représentativité qui affaiblit les institutions et l'efficacité démocratique. Donc le socle franco-allemand, c'est peut-être au fond là-dessus que se joue le plus notre avenir vis-à-vis de la pandémie, vis-à-vis du climat, vis-à-vis de la crise économique, vis-à-vis de l'Afrique, évidemment. On en a peu parlé, mais l'Afrique est un enjeu fondamental, notamment dans le face-à-face avec la Chine. Donc, tout ce qui pourra amener, renforcer l'idée que les Français et les Allemands doivent construire ensemble l'avenir de l'Europe, autant que possible avec les États-Unis et éventuellement plus ou moins sans eux, me paraît tout à fait fondamental. Merci. Justement, sur l'Afrique, des questions, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Cette Afrique va être peut-être plus encore que les autres bouleversée par la crise sanitaire, la crise économique, avec la pauvreté, avec naturellement les migrations qui vont avec la montée des extrémismes. Ulysse, comment vous voyez la relation que l'Europe et la France a un rôle critique à jouer, la relation que l'Europe doit mener avec cette Afrique pour essayer de sortir d'une situation qui n'a pas permis à l'Europe de décoller et à l'Afrique de décoller et à l'Europe d'avoir un dialogue satisfaisant avec l'Afrique en général, et ce qui a permis naturellement la présence chinoise importante, à la fois économique, humaine et même idéologique. Alors, l'Afrique, évidemment, c'est fondamental. Et le débat, c'est l'endettement des pays africains et leur stabilité. Il est clair que pour l'instant, l'Afrique n'est pas atteinte de plein fouet par la pandémie, mais on ne peut pas exclure qu'elle le soit dans les mois qui viennent.
elle a un atout majeur, c'est sa jeunesse et sa capacité, donc compte tenu de la bonne santé des jeunes face au virus et de la capacité à résister au virus, elle est mieux armée. Et puis elle a déjà connu des pandémies dont elle est sortie, un peu comme la Chine d'ailleurs d'une certaine manière, et les pays asiatiques. Mais la question essentielle, c'est la dette. Et on a vu que les pays européens et les Nations Unies et le FMI avaient mis en route un certain nombre de mécanismes pour une annulation de la dette. Alors, repousser. Une annulation à terme de la dette de certains États qui sont particulièrement fragiles. On attend sur ce point une vraie réponse de la Chine, puisque la dette des pays africains à l'égard de la Chine, c'est à peu près 144 milliards de dollars. C'est un peu moins de la moitié de la dette totale, mais la Chine trouve des arrangements en général en bilatéral pour trouver des solutions, mais elle n'a pas répondu globalement. Et ça, c'est vraiment une question qui doit être posée. Est-ce que la Chine a dit non, hein. Est-ce que la Chine va ou pas suivre les autres pays européens en particulier ou autres qui préconisent une suspension ou une annulation de la dette aux pays africains? Évidemment, j'ai envie de rebondir sur ce qui a été dit concernant l'enjeu pour le monde. On voit bien que cette crise du virus, du coronavirus, risque de vider de sa substance la coopération internationale. Et à quoi sert l'ONU? À quoi sert on voit la situation de l'OMS. Si les États-Unis retirent leur contribution, on voit bien que la crise accentue les difficultés. Même du temps de la guerre froide, on avait au moins un vrai dialogue Est-Ouest. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité est complètement bloqué. On y faisait référence tout à l'heure. J'aime bien la formule d'un ministre français qui dit « Ma crainte, c'est que le monde d'après soit finalement pire que le monde d'aujourd'hui. » C'est-à-dire que finalement, on ne tire pas les leçons de la crise et que le monde d'après ressemble furieusement à celui d'aujourd'hui, en pire. Alors, est-ce que c'est une façon de dire il y a une urgence pour trouver d'autres solutions? Soyons modestes, aujourd'hui, il n'y a pas de solution nouvelle. La seule urgence, c'est de gérer la crise, de maîtriser la pandémie et d'essayer de limiter les coûts économiques et sociaux. C'est ça l'urgence, plus que la coopération internationale. Mais évidemment, dans la situation de blocage États-Unis-Chine, ça va être très compliqué. Un mot sur la Chine pour dire quand même qu'elle a voulu se servir des masques comme d'une arme géopolitique et ça s'est un peu retourné contre elle dans une forme de boomerang qui a accentué la méfiance des opinions publiques. Donc la Chine a aussi beaucoup de travail à faire. On a beaucoup mis en avant les défauts de la gestion américaine. C'est vrai que la Chine a également un travail très important en termes de communication, d'explication, d'établissement des faits. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont posées, qui attendent des réponses. Et tant qu'on n'aura pas les réponses à ces questions-là, ça sera difficile d'imaginer le monde d'après. Bien, merci. Jean-Pierre, pour le mot de la fin, pendant 60-70 ans, avec des nuances, bien sûr, des arrière-pensées, le monde a accepté de vivre, le monde occidental au moins, a accepté de vivre avec la présence tutélaire des États-Unis. Celle-ci disparaît et l'on voit bien que la Chine ne peut pas remplacer les États-Unis comme pivot, axe de cet nouvel ordre international, ou en tout cas une amélioration d'une situation chaotique. Comment dialoguer avec la Chine pour lui permettre de trouver la place qui lui revient dans le monde, tout en faisant que cette place soit acceptable, volens nolens, par les États-Unis, par l'Europe, par l'Afrique, par le reste de l'Asie.
C'est très, très difficile, évidemment, parce que la complexité du sujet est immense. Mais je prendrai d'abord, pour répondre à ta question, ta première question sur quelle idée, qu'est-ce qu'on peut apporter pour essayer d'améliorer les choses. Moi, dans le prolongement de ce que disait Nicolas Charon tout à l'heure, je ne crois pas que les États-Unis reviendront au multilatéralisme tel qu'il a été pensé il y a 75 ans, et que de toute façon, là, il faut bien se dire que ceux qui veulent défendre le multilatéralisme doivent penser à une autre forme de multilatéralisme. 75 ans, le multilatéralisme fait aujourd'hui son âge. Mais néanmoins, je pense que qu'est-ce qu'il y a d'utile à faire, et notamment pour l'Europe aujourd'hui, c'est de rétablir le dialogue entre la Chine et les États-Unis. Il n'y a pas de gouvernance mondiale autre qu'une perspective de guerre si on ne rétablit pas durablement un dialogue entre la Chine et les États-Unis. Je crois que c'est possible, c'est naturellement compliqué, mais dans l'histoire de la Chine en permanence, et François Julien a bien expliqué ça, c'est le potentiel de situation, c'est-à-dire qu'elle avance tant qu'elle n'est pas d'arrêté, et donc elle ne cherche pas forcément le conflit, mais elle cherche d'abord son propre développement. Elle sait qu'elle a encore beaucoup de sujets à traiter, que son système n'est pas encore stabilisé, qu'il y a encore de la pauvreté, et donc elle sait qu'elle a encore besoin de temps. Et donc, il y a des possibilités, je crois, pour faire comprendre à la Chine que l'affrontement est aujourd'hui vraiment quelque chose de néfaste pour elle-même. De même, pour les États-Unis, on voit bien quand même que il faut se souvenir, il n'y a pas si longtemps, Evelyn Toffler disait « la Chine est en nous », Barack Obama disait « on va dessiner ensemble le monde du XXIe siècle ». Il est clair que 2/3 des diplômés de sciences et de technologies aux États-Unis sont d'origine asiatique. Donc, il y a sans doute, au-delà des crispations actuelles, une perspective de dialogue. Mais sur quoi ce dialogue? Bien justement, je trouve que notre débat débouche bien sur cette conclusion parce que notre urgence pour le monde aujourd'hui, c'est quand même l'Afrique. Ce milliard de jeunes dont on a parlé, 1 milliard de jeunes à intégrer d'ici 2050. Si on ne les intègre pas, ce sont des recrues formidables pour le terrorisme et pour tous les problèmes que nous avons sur la sécurité de l'Afrique, mais également sur l'ensemble de la sécurité du monde. Donc, au fond, s'il y a une urgence à traiter, je crois, c'est d'essayer au moins, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir un dialogue multilatéral ouvert Chine et États-Unis, mais au moins d'essayer d'enclencher un dialogue Chine-États-Unis sur les perspectives de développement de l'Afrique. Et notamment sur la question que posait Ulysse tout à l'heure, sur la dette, parce qu'en effet, la Chine détient 40% de la dette africaine. Mais c'est une position clé, parce que nous, Europe, on ne va pas mettre de l'argent en plus pour aider l'Afrique, qui viendrait faire en sorte que les pays africains pourraient rembourser la Chine et que finalement notre aide irait finalement, en fin de compte, à la Chine. Donc on a besoin de la Chine pour traiter la question du développement de l'Afrique. Et on voit bien que là, on a une bombe qui est presque plus à retardement avec la question africaine. Donc si on doit chercher quelque chose, je crois qu'il est une ligne politique, c'est essayer de convaincre les Français et les Allemands que le dialogue est nécessaire entre les États-Unis et la Chine, au moins sur la question africaine. Et déjà, ce serait une avancée importante que de traiter cette question avec la question de la dette, mais aussi la question des technologies, aussi la question des biens d'équipement et des infrastructures, parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire des infrastructures en Afrique, il nous faudra traiter la question de l'infrastructure elle-même, mais aussi la question de la sécurité de l'infrastructure. Donc on a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut travailler. Alors, je termine, mon cher Serge, sur comment parler avec la Chine. Moi, je crois que, comme toujours dans les relations internationales, il faut essayer d'éviter d'être dans une situation où on met la Chine, naturellement, en situation d'accusé. On n'obtiendra rien de la Chine par l'agressivité et par des situations où on veut lui faire perdre la foi. On sait qu'on la crispe sur ces sujets, c'est une question culturelle, et donc c'est par le dialogue politique, par une perspective de discussion sur des sujets opérationnels, comme par exemple l'Afrique, mais je pense que l'Europe devrait aller plus loin dans son travail sur les routes de la soie pour qu'on puisse avoir une position européenne. Si on veut défendre nos normes, il faut qu'on ait des projets. Et si on veut défendre que le jour où on fait une ligne ferroviaire, on veut la consultation des populations, ça fait partie des normes démocratiques européennes. Donc ça, il faut l'imposer à la Chine. Et si
la Chine ne l'accepte pas, il faudra à un moment bloquer le sujet, mais ça, il faut avoir un rapport de force et pouvoir le faire avec elle. Donc je pense qu'il faut mieux jouer la carte du rapport de force plutôt que celle de la nervosité et de l'agressivité. Et c'est au fond par un travail opérationnel puissant, et notamment sur la question africaine, je pense qu'on pourrait essayer de bâtir un dialogue ouvert, naturellement avec d'autres partenaires en Afrique. L'Inde joue un jeu important en Afrique, il y a beaucoup de pays qui jouent des jeux importants, y compris la Russie, il faut dialoguer avec eux, mais de faire en sorte qu'on retrouve une part de multilatéralisme pour s'occuper tous ensemble de l'avenir de l'Afrique, où se joue quand même en grande partie la sécurité du monde. Tout ça est très compliqué, mais je pense qu'il est clair que dans aujourd'hui les relations internationales, faisons attention à ce qu'on ne fasse pas monter le degré de violence. On voit bien qu'on va avoir des questions majeures dans l'avenir à traiter. On voit déjà que la violence est dans nos sociétés très importante. On voit qu'en France, la violence, par exemple, avec les Gilets jaunes, s'est installée. La ligne rouge a été passée. On a vu qu'elle a été très légitimée, souvent par une partie de l'opinion publique. Donc, il faut se méfier de ces questions-là. Et on a vu que quand les Gilets jaunes se sont présentés aux élections, ils n'ont pas eu une vraie légitimité. Mais si demain, la violence est entre les mains de causes comme celle de la pauvreté ou de la misère, qui est vraiment la perspective de cette crise, que ce soit aux États-Unis avec les 26 millions de chômeurs dont on parlait tout à l'heure, que ce soit en France avec les problèmes de la faim de toutes ces familles qui aujourd'hui ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils puissent avoir des repas, on voit bien que la violence pourrait être légitimée par la misère et la pauvreté dans nos propres démocraties. Là, je rejoins ce que disait Nicole. Au fond, c'est un peu nos modèles qui vont se jouer dans tout ça et qu'il faut défendre nos modèles et on ne peut les défendre qu'ensemble. Donc, en résumé, moi, je suis pour un rapport franco-allemand pour défendre l'Europe et je suis pour qu'on travaille stratégiquement et diplomatiquement. Ça ne veut pas dire que je suis communiste, ça ne veut pas dire que je suis américanophile, ça veut dire que je crois que le monde ne marchera pas si les Chinois et les Américains ne se parlent pas. Merci pour ce mot de conclusion. Merci à Nicole, merci à Ulysse et à Jean-Paul pour leur participation très, très riche. Nous aurons Merci à toi, Serge. Merci. Nous aurons la semaine prochaine l'occasion de poursuivre cette réflexion sur ce monde qui vient et que l'on ignore. Nous aurons en effet le 8 juin, donc 75 ans après la fin de la guerre. C'était le 8 mai. Le 8 mai, pardon. Le 8 mai, donc 75 ans après la fin de la guerre, un trilogue entre Jean-Pierre, un responsable russe et un responsable américain, tous deux qui ont été aux affaires étrangères de leur pays sur justement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, 8 mai, non pas 8 juin, il faut y voir l'effet du confinement où les jours se suivent et se ressemblent. Merci et donc à très bientôt pour les participants et merci tout particulièrement à nos intervenants.